Monsieur le proviseur, mesdames, messieurs les enseignants, madame Céline Rigaud, monsieur Clouet, bonjour d'abord à vous toutes et à vous tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence qui sera suivie d'un échange, de débats, de questions. Je suis particulièrement heureux de me trouver ici pour beaucoup de raisons. L'une d'entre elles qui a à voir avec la laïcité, c'est qu'ici, derrière vous, vous avez un tableau qui retrace un événement historique, la venue de Jean Jaurès. Le nom vous dira quelque chose, qui est venu ici en 1903 dans des circonstances historiques que beaucoup connaissent. Et si je parle de Jean Jaurès, c'est parce que c'est une grande figure de notre histoire de France. C'est parce qu'il a nourri la pensée et l'action de beaucoup d'hommes et de femmes de progrès depuis son époque, et aussi parce qu'il est un des pères de la laïcité. Je vous le raconterai tout à l'heure en vous parlant un peu de l'histoire de la laïcité, comment elle est née. Vous l'avez dit, monsieur le proviseur, j'ai l'honneur de présider un organisme qui s'appelle l'Observatoire de la laïcité. Quelle est sa mission? Sa mission est de conseiller le gouvernement, le Parlement, les communes, les départements, les régions, les entreprises, les syndicats, sur la bonne application de la laïcité. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? On va en parler. Comment on la fait vivre? Vous l'avez fort bien dit. Et c'est notre travail de tous les jours. Nous avons parmi nous des représentants des ministères, les plus directement concernés par les questions de laïcité. À vrai dire, ils le sont tous, notamment l'éducation nationale, mais aussi l'intérieur, la solidarité, la fonction publique, etc. Nous avons 4 parlementaires, 2 députés, 2 sénateurs, 2 majorités, 2 oppositions, et puis des personnalités qualifiées dont vous avez peut-être entendu parler en raison de leur action personnelle et pas seulement au sein de l'Observatoire. Je pense à Abdenour Bidar, qui est un philosophe musulman, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, qui a beaucoup contribué à mettre en place les outils dont nous disposons aujourd'hui et qui a créé un très beau mouvement qui s'appelle Fraternité Générale. Et puis je pense aussi, dans un registre complètement différent, à Daniel Maximin, qui est un écrivain et poète antillais, qui a été l'exécuteur testamentaire d'un nom d'un grand monsieur dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Aimé Césaire. Et puis beaucoup d'autres, je pense à Dounia Bouzard, qui a commencé sa carrière comme éducatrice de jeunes enfants, qui a monté le premier centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam, et qui est une des personnes ressources les plus compétentes sur toutes les questions de laïcité. Donc, le gouvernement doit nous consulter quand il a un projet de texte. Nous pouvons nous-mêmes nous saisir des questions qui nous paraissent importantes et nous sommes totalement indépendants dans ce que nous disons et dans ce que nous écrivons. Parmi nos actions, il y a donner des outils. Donner des outils pour que chacun, vous, les jeunes, mais aussi les adultes, mais aussi les responsables, puissent se saisir de la laïcité, comprendre exactement ce qu'elle est et à quoi elle sert. Et je reviens sur ce qui a été dit, vous montrer que, bien que ce soit très ancien, elle est incroyablement moderne parce qu'elle permet de répondre à beaucoup des questions qui se posent aujourd'hui dans notre société. Alors nous publions des guides, comme celui-ci, sur les collectivités locales, mais d'autres sur les hôpitaux, les entreprises, les associations. Et chaque petit guide, tous les documents dont je vous parle sont librement consultables et téléchargeables sur Internet, sur notre site laïcité.gouv.fr. Ils se présentent de la même manière. Que dit le droit? Nous sommes dans un état de droit. Que dit la loi? Et ensuite, que dit la jurisprudence? La jurisprudence, c'est les arrêts, les décisions du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Il y a beaucoup de réponses, parce que beaucoup de cas se sont posés et ont été soumis au juge. Et puis, que faire en cas de difficulté, en cas de conflit? Quelles sont les bonnes pratiques? Parmi nos actions, nous remettons aussi chaque année un prix de la laïcité de la République française. Il y a environ 120 candidatures, les plus diverses, des individus, des associations, des collectivités locales et aussi des établissements scolaires. Donc pourquoi pas, ici ou dans d'autres établissements scolaires, que présenter un dossier. La dernière fournée, il y a eu 2 établissements scolaires ex aequo, le collège Marie-Noël de Joigny et le lycée professionnel Jacques Dole d'Antibes. Le collège de Joigny a réalisé une formation de ses élèves à la laïcité, qui sont devenus des ambassadeurs de la laïcité, donc au niveau du collège, et qui interviennent auprès des élèves des écoles primaires pour leur parler de la laïcité à travers des jeux de questions-réponses et la réalisation d'une Marianne en plâtre. Le lycée d'enseignement professionnel Jacques Dole d'Antibes a réalisé un clip de RAF avec chorégraphie sur la laïcité, sur un texte qu'ils ont écrit eux-mêmes et qu'ils ambitionnent de présenter au prochain Grand Prix de l'Eurovision.
Donc vous voyez qu'il peut y avoir des formes d'expression extrêmement différentes pour faire connaître la laïcité. Je voudrais maintenant, parce que ça a été un peu dit dans les propos introductifs, vous dire à quel point la laïcité est souvent dévoyée, instrumentalisée, manipulée, déformée. On la met à toutes les sauces. On a tendance à l'invoquer tous les jours, comme si ça allait être le remède à toutes les difficultés dont souffre notre pays. C'est bien évidemment n'est pas le cas. Alors je voudrais évoquer devant vous quelques idées fausses, que j'espère vous ne partagez pas, mais si vous les partagez, on va vous montrer pourquoi elles sont fausses, qui sont répandues dans certains secteurs de la population sur la laïcité. Il y en a qui disent être laïque, c'est être athée. Non, la laïcité, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une conviction. C'est un cadre qui permet de croire ou de ne pas croire, d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Donc ce n'est pas l'athéisme. On dit aussi que la laïcité est contre les religions. C'est tout le contraire. La laïcité garantit la liberté de pratiquer sa religion. On dit aussi que la laïcité interdit tous les signes religieux, les croix, les kippas, les foulards. C'est vrai pour les fonctionnaires publics, ça n'est pas vrai pour les citoyens, ça n'est pas vrai dans la rue, ça n'est pas vrai quand on est à un guichet d'un service public. On a le droit à manifester ses convictions à condition de ne pas gêner les autres. Mais on n'a pas d'interdiction. Les citoyens sont là avec leur histoire, leurs convictions, leurs croyances, et on a le droit de les manifester. On dit aussi parfois, et ça vous l'avez peut-être entendu, à l'école, on n'a pas le droit de parler de religion. C'est évidemment faux. On en parle et ça fait partie de la formation dans différentes disciplines parce que ça fait partie, la religion, de notre histoire et des convictions d'une partie de nos concitoyens. Voilà quelques idées fausses. J'aurai l'occasion de vous donner tout à l'heure une définition plus précise de la laïcité. Je voudrais vous dire aussi que nous avons réalisé un sondage, l'Observatoire de la laïcité, voilà quelques mois, avec un institut de sondage qui s'appelle Viva Voice, pour savoir ce que les Français pensaient de la laïcité, dont on parle sans arrêt et dont on parle souvent mal. La très bonne nouvelle, c'est que nous avons commencé par un quiz, là aussi vous pouvez aller voir le sondage, en disant vrai, faux, un peu comme j'ai dit sur la laïcité, c'est l'athéisme, ou on n'a pas le droit de parler de religion. La très bonne surprise, c'est qu'une majorité nette des personnes interrogées donnent les bonnes définitions, celles que je vais vous présenter tout à l'heure. Et quels que soient les âges, les milieux professionnels, les convictions, les croyances. L'autre très bonne nouvelle, c'est que 71% se déclarent attachés, très attachés à la laïcité, et pensent que dans le droit, dans le principe, elle est bien, dans la pratique, il y a beaucoup de choses à revoir. Et derniers éléments que je voulais vous donner, les 2/3 à peu près des personnes interrogées pensent que la laïcité est très souvent l'objet de manipulation dans le discours politique, ce qui est vrai. Et une proportion à peu près égale pense que les médias n'en parlent qu'à travers les sujets polémiques ou de conflits, ce qui est vrai également, et ce qui est une de nos tâches, de faire en sorte qu'on en parle pour expliquer ce qu'elle est, et pas seulement pour parler des conflits. On aura l'occasion de parler des plus récents, comme le hijab de course. On pourra parler aussi du burkini. La laïcité ne se réduit pas à un débat sur le hijab de course ou le burkini, d'autant que ce n'est pas strictement des questions de laïcité. Alors, ces questions se passent dans un contexte qu'on appelle de sécularisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la sécularisation ? Ça veut dire que l'influence des religions dans la tête des gens, dans les pratiques des gens, a diminué, comme dans la plupart des pays démocratiques. L'attachement à la religion peut encore exister, mais le poids des pratiques religieuses diminue globalement depuis des années en France. Alors comment se répartissent les Français suivant leur religion, leurs convictions ? Difficile à dire, parce qu'on n'a pas de statistiques religieuses. Et parce que quand on interroge quelqu'un, ils vont vous demander « Est-ce que vous êtes catholique ?» Il répond « Oui ». Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui être catholique ? Est-ce que ça veut dire croire en Dieu, suivant l'Église catholique ? Est-ce que ça veut dire se marier à l'Église ? Est-ce que ça veut dire aller à la messe ? Il y a même des cas absolument extraordinaires de gens qui se déclarent de telle ou telle religion, mais qui disent « je ne crois pas en Dieu ». Bon, ça veut dire sans doute que leur appartenance à la religion est plus personnelle, culturelle que de conviction. Donc, avec précaution, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que très probablement, la majorité de nos concitoyens ne sont pas croyants. La majorité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de droits ou moins de droits, mais c'est un fait. Ensuite, on a à peu près 27 millions qui se déclarent catholiques. On a environ 5 millions qui se déclarent musulmans, qui est la deuxième religion de France.
On a ensuite les protestants, qui sont à peu près 3% de la population. On a les bouddhistes, avec deux sortes de bouddhistes. Les bouddhistes d'origine, si je puis dire, et les nouveaux bouddhistes qui, à travers des pratiques comme le yoga ou la méditation, se rattachent au bouddhisme. On a environ 600 000 personnes de confession juive, 500 000 orthodoxes et 300 000 hindouistes. Donc vous voyez, majorité non-croyants, première religion catholicisme, deuxième religion islam. Le paysage étant ainsi brossé, je voudrais vous donner, et ça me ramènera à Jaurès, quelques éléments sur l'histoire. On ne comprend bien ce qu'on est, on ne peut répondre aux défis du présent que si on connaît son histoire, et c'est spécialement vrai pour la laïcité. Moi, j'ai tendance à faire partir la laïcité d'un temps très ancien, où le mot n'existait pas, où l'idée n'existait pas, qui s'appelle la Renaissance. Pourquoi la Renaissance ? Parce qu'il se produit ce phénomène extraordinaire que des hommes et quelques femmes décident de penser par eux-mêmes, de s'affranchir des dogmes, qu'ils soient scientifiques ou religieux, d'essayer de réfléchir, de faire appel à la raison, et pas simplement à la répétition ou à l'émotion. Et ça, c'est la démarche laïque. Ce qu'il faut bien que vous reteniez, que vous compreniez, c'est une démarche d'émancipation, sortir de ces conditionnements, sortir de ces préjugés, penser par soi-même, faire appel à la raison. Bien sûr, et je balaye les siècles, il y a le mouvement des Lumières, les philosophes des Lumières, et puis il y a la Révolution française. Là encore, le mot laïcité n'existe pas encore, il sera inventé à la fin du XIXe siècle, mais certains éléments sont fondateurs de la laïcité. Et je pense en particulier à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit dans son article 10, que je vais vous citer, et qui est repris dans tous les textes internationaux, « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Ça veut donc dire que la religion n'est pas seulement pour ceux qui sont croyants, une affaire entre soi et Dieu, une affaire dans la mosquée, la synagogue, l'église. C'est quelque chose qu'on a le droit de manifester comme d'autres convictions. Le régime, c'est la liberté. La limite, c'est l'ordre public, c'est-à-dire troubler le fonctionnement collectif. C'est aussi la liberté d'autrui. C'est l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté s'arrête là où elle met en péril la liberté d'autrui. Et c'est en fait, vous le verrez, le premier pilier de la laïcité. Et puis il y a un autre débat qui est intéressant parce qu'il renvoie à des débats qu'il y a dans d'autres pays, dans d'autres cultures. C'est, faut-il dire qu'il y a une religion d'État ? Il y a des pays de tradition protestante, catholique, musulmane, où une religion est la religion d'État, la religion officielle de l'État. Ça n'est pas le cas de la France, comme vous le savez. Et il y a un débat à l'Assemblée nationale en 1791 avec un grand révolutionnaire dont vous devez connaître le nom, qui s'appelle Mirabeau. Et Mirabeau, dans des propos incroyablement modernes, on est en 1791, plaide contre le fait de parler d'une religion d'État ou d'une religion nationale. Et il dit ceci: « De quelque manière que l'on envisage une religion, la dire nationale, c'est lui attribuer une dénomination insignifiante ou ridicule, serait-ce comme juge de sa vérité ou comme juge de son aptitude à former de bons citoyens, que le législateur rendrait une religion constitutionnelle. Mais d'abord, y a-t-il des vérités nationales? En second lieu, peut-il jamais être utile au bonheur public que la conscience des hommes soit enchaînée par la loi de l'État? » Tout est dit. Tout est dit, et c'est ça aussi la laïcité. Le débat est très fort tout au long du XIXe siècle, et dans notre histoire de France, dans d'autres pays, c'est autre chose, ce qui explique qu'ils aient d'autres systèmes qui ne sont pas la laïcité. Dans notre pays, c'est une guerre politique, une guerre idéologique et parfois des affrontements physiques entre l'Église catholique, qui est ultra dominante, et l'État. Il y a deux terrains de combat. Le premier terrain de combat, c'est la formation des jeunes, c'est l'école. Est-ce qu'il doit y avoir une école qui majoritairement est catholique, ou est-ce qu'il doit y avoir une école publique qui est affranchie de tout dogme? Et la bataille est très vive. Et puis le deuxième terrain, c'est celui qu'évoquait Mirabeau d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a une loi religieuse qui s'impose à la loi civile, à la loi démocratiquement votée? Et ce débat aboutit à la grande loi qu'on a évoquée tout à l'heure, du 9 décembre 1905, dite de séparation des églises et de l'État. Pour reprendre une formule de Victor Hugo, ce que dit cette loi, c'est l'État chez lui, l'Église, les églises chez elles.
L'État n'interfère pas dans le fonctionnement des églises et les églises ne doivent pas interférer dans le fonctionnement de l'État. Et parmi les laïcs, il y a deux camps. Il y a le camp emmené par Aristide Briand, qui est le rapporteur de la loi. Les débats durent 3 ans, avec, pour ceux d'entre vous que l'histoire passionne, des interventions extraordinaires, dans un style remarquable, quelles que soient les positions. Et Briand va être soutenu par Jaurès et par Clémenceau. Ils veulent que cette loi puisse être une loi d'apaisement, qui ne soit pas anti-religieuse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la laïcité, telle qu'est la loi, protège les croyances et ne les attaque pas. Et puis il y a une fraction importante qui disent, alors il y a la célèbre formule de Marx que vous avez peut-être entendue, la religion c'est l'opium du peuple. Alors ils ne disent pas tout à fait ça, mais c'est ça l'idée. On a séparé les églises et l'État, et malgré tout vous allez laisser prospérer les religions qui aliènent les gens, qui vont contre leur libre arbitre. Ce camp est animé par Émile Combes, nom que vous avez peut-être déjà entendu, par M. Chabert, député du Rhône, et par Maurice Allard, député du Var. Et il y a 2 questions très concrètes qui se posent dans le débat, qui peuvent éclairer nos débats d'aujourd'hui. Vous allez voir comment. La première question, c'est les processions. Les processions sont des manifestations religieuses et parfois à caractère un peu politique, qui vont honorer un saint patron, une église, une chapelle. Le camp d'Émile Combes, de Maurice Allard, dit « Vous allez naturellement interdire les processions ». Et Aristide Briand répond « Non, non. Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut être inquiété pour ses convictions, et on peut manifester ses convictions, même religieuses, même par des processions. » Et le deuxième débat touche à quelque chose que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Autrefois, les curés avaient des soutanes. Il y en a encore quelques-uns, suivant leur manière de pratiquer leur religion, qui ont des soutanes, donc des grands habits noirs. Et Chabert, député du Rhône, interpelle Aristide Briand en lui disant « Monsieur le rapporteur, je vous remercie, je vous félicite pour le travail que vous avez accompli avec votre commission, mais vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié d'interdire la soutane des curés. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez réparer sur l'heure cette erreur. » Et Aristide Briand a des propos que je veux vous citer et qui sont extrêmement précis et qui peuvent inspirer des réflexions sur les situations d'aujourd'hui. Il dit ceci, ça n'est pas long. « Au risque d'étonner l'honorable M. Chabert, je lui dirais que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique, qui paraît le préoccuper si fort, n'a pas été le résultat d'une omission, mais celui d'une délibération mûrement réfléchie. Il a paru à la Commission que ce serait encourir, pour un résultat plus que problématique, le reproche d'intolérance, et même s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté, imposer aux ministres du culte de modifier la coupe de leurs vêtements. Ne vous y trouvez pas. Si vous supprimiez la soutane, et si l'Église y trouvait son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait au fait de créer un vêtement nouveau. Nous n'allons quand même pas nous donner le ridicule de contrôler les vêtements en public. La soutane n'est pas le foulard islamique, mais ça permet de réfléchir à ce qu'est l'esprit de la laïcité. Pour autant, la loi met longtemps à être acceptée. Le pape excommunie des parlementaires qui avaient voté la loi, les relations diplomatiques sont rompues. Et il faudra tout le cours du XXe siècle pour que peu à peu cette loi soit acceptée, y compris officiellement par l'Église catholique. Mais le débat continue sur un point, l'enseignement privé. Il y a des grandes batailles tout au long du XXe siècle, une partie des laïcs insistant sur le fait que l'enseignement privé doit se financer par de l'argent privé, que l'argent public, l'argent des impôts, l'argent du contribuable doit aller à l'école publique. Manifestations, pétitions. Finalement, on aboutit à une loi de 1959, dite loi Debré, qui reconnaît la possibilité pour l'État de subventionner l'enseignement privé, et c'est encore le droit aujourd'hui, à 3 conditions. 1, que l'enseignement privé accueille tous les enfants sans discrimination. 2, qu'ils suivent les programmes de l'éducation nationale. Et 3, qu'ils se soumettent au contrôle de l'éducation nationale. C'est encore un sujet sur lequel il y a débat aujourd'hui, mais c'est la loi depuis maintenant un peu plus de 50 ans. En 1989, il se produit quelque chose de
qu'on remarque peu sur le moment. Et en fait, on va changer d'époque. On va changer de terrain pour la laïcité. Pourquoi ? Parce qu'en 1989, le principal d'un collège de Creil expulse 3 jeunes filles qui portent le foulard, en estimant que c'est contraire à la laïcité. Ce qui est intéressant de vous faire remarquer pour voir comment notre système médiatique et politique fonctionne, c'est de voir ce qui se passe au cours du temps. Donc, expulsion. Qu'est-ce que vous lisez dans la presse ? Rien. Puis au bout de quelques jours, un journal local relate les faits, mais comme une nouvelle brève, comme une nouvelle qui n'a pas particulièrement d'importance. Un journaliste de Libé qui se trouve dans le coin tombe sur le journal local et dit « Oulala, mais ça c'est vraiment intéressant et important » et fait un grand article en disant « c'est les grands principes qui sont en cause ». Et nos chers intellectuels, avec le sentiment de l'excès qui les caractérise trop souvent, grimpent au rideau. Munich de l'école républicaine, Vichy de la laïcité. Et on y va. Au bout de 3 jours, il y a 500 journalistes sur place, du monde entier. Et on a des titres, des unes, des magazines, l'Obs, l'Express, Le Point, les autres, qui disent que c'est vraiment la laïcité tout entière qui est en cause. Que fait le gouvernement ? Il demande l'avis du Conseil d'État qui dit s'il n'y a pas un texte, il n'y en a pas pour l'instant, qui interdise les signes religieux dans l'école publique, alors il faut essayer de discuter au cas par cas avec les jeunes qui veulent porter ces signes, et notamment le foulard. Problème, ça ne marche pas. Les conflits continuent. Les procès se font dans les tribunaux. Et c'est pourquoi en 2004 est adoptée à une large majorité une nouvelle loi qui interdit les signes ou tenues dans l'école publique, lycée, collège, école primaire, les signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Pourquoi ? Parce que dans l'école et dans l'école publique, il ne doit pas y avoir de conflit. Il ne doit pas y avoir de conflit entre ceux qui portent un signe religieux et qui disent aux autres « pourquoi tu ne le portes pas ?» Ça doit être quelque chose, une époque, un moment, un temps de formation où chacun peut se faire une opinion sans être soumis à des pressions. Et puis il y a une dernière loi dont on parle de temps en temps pour parler de laïcité, qui à vrai dire n'est pas une loi relative à la laïcité, c'est la loi de 2010 qui interdit de dissimuler son visage en public, dite loi anti-burqa ou anti-niqab. C'est une loi d'ailleurs qui s'applique aussi, et hélas, il y a l'occasion en ce moment, aux casseurs cagoulés qui deviennent que cassés en bordure de manifestations. Ce n'est pas qu'une loi seulement appliquée contre la burqa. Mais cette loi n'est pas prise sur le fondement de la laïcité, elle est prise sur le fondement de la sécurité. Et ce qui est très intéressant, c'est que la France a signé une convention européenne des droits de l'homme qui permet à chaque citoyen ou chaque citoyenne française de dire « j'estime que ma liberté a été mise en cause par une loi de l'État ». La Cour européenne des droits de l'homme a validé sans problème la loi de 2004 sur l'interdiction de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'école publique. Elle a beaucoup plus hésité sur la loi de 2010. Et en gros, son raisonnement consiste à dire l'argument de sécurité, après tout, s'il y a un problème, vous n'avez qu'à demander à la personne d'ôter sa capuche, sa cagoule, son casque de moto ou de dévoiler son visage. Mais elle a finalement validé la loi par un raisonnement qui est très audacieux pour un juge. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué un concept que je crois juste, mais qui n'est dans aucun texte de loi, ni européen, ni français. Ils ont dit ne pas dissimuler son visage en public fait partie de la manière de vivre que l'on adopte en France. Et c'est quelque chose de très juste, qui reconnaît la spécificité des cultures et des histoires. Voilà pour ces quelques éléments sur l'histoire de la laïcité. Je voudrais maintenant vous dire un mot, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, sur ce que les Français pensent de la laïcité. C'est un sondage Viva Voice, je crois que je l'ai dit. La bonne nouvelle, c'est qu'une majorité d'entre eux donne une définition exacte. L'autre bonne nouvelle, c'est que quelles que soient les classes, les âges et catégories sont attachés à la laïcité. Et puis le fait, je le disais tout à l'heure, qu'ils sont parfaitement conscients des manipulations auxquelles la laïcité se prête. Je vais maintenant passer à ce que je vous avais annoncé, qui rejoint mon propos du début, sur ce que n'est pas la laïcité, pour vous dire ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, vous allez voir, c'est assez simple. Si on prend le temps de réfléchir, de regarder les textes, de regarder l'esprit des textes. La laïcité, c'est un principe politique. Politique, ça veut dire qu'il s'adresse à toute la vie de la cité, du grec polis.
C'est un principe qui est un cadre, ce n'est pas une religion, et qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, il ne faut jamais que vous l'oubliez, c'est la liberté. La laïcité, c'est une conquête de la liberté. C'est pour ça qu'on parlait d'une laïcité pour, et pas d'une laïcité contre. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de pratiquer sa religion. Liberté de changer de religion. Liberté de manifester ses convictions, même religieuses, dans l'espace public. Quand vous regardez à l'échelle de la planète, il n'y a pas tant de pays que ça qui jouissent de cette liberté. Liberté, encore une fois, qui est limitée par porter atteinte à la liberté d'autrui ou porter atteinte à l'ordre public. Le deuxième pilier, c'est la neutralité de l'État. Neutralité de l'État, ça veut dire que l'État, les services publics, les agents publics, les collectivités locales ne doivent pas afficher de préférences religieuses. Pourquoi ? Parce que l'Église et l'État sont séparés et parce que la neutralité de l'État, c'est une manière de garantir l'égalité. Vous n'avez pas besoin d'être de la bonne religion, du bon syndicat ou du bon parti pour faire valoir vos droits. Et puis le troisième pilier de la laïcité qu'on oublie trop souvent, c'est la citoyenneté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous sommes évidemment différents, d'origine, de conviction, d'histoire, de passion, de sentiment d'appartenance. Et j'affirme que cette diversité, ces différences sont source de richesse. Mais à une condition, c'est que nous n'oublions jamais que nous sommes d'abord, toutes et tous, femmes et hommes, des citoyennes et des citoyens à égalité de droits et de devoirs. C'est ça la construction de la République française. C'est ça la construction de la laïcité. Il n'y a pas de texte qui définisse la citoyenneté. Vous ne naissez pas citoyen. Vous le devenez par la pratique, par la fraternité, par l'action collective, par l'engagement partagé. Et ces 3 piliers sont des principes assez simples, dont vous avez peut-être noté qu'ils déclinent, qu'ils expriment les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. À partir du moment où on est muni de cet outil-là, on a beaucoup de réponses aux questions qui se posent aujourd'hui. Et je voudrais prendre quelques cas concrets. Je vais prendre d'abord les cas qui ont le plus défrayé la chronique, qui ne sont pas les plus intéressants, mais parlons-en. Le burkini, c'était il y a 2 étés. Il y a eu une épidémie qui a frappé un certain nombre d'élus de la région méditerranéenne, prenant des arrêtés contre le burkini, considérant que ce n'était pas une tenue laïque. Le burkini, il n'y a pas de... C'est comme la soutane des curés. L'État n'a pas à interdire une tenue parce qu'il estime que ce n'est pas laïque ou que ça ne lui plaît pas. Par contre, si en portant une tenue, on fait pression sur les autres, on enquiquine les autres, là, il peut y avoir un problème, en effet, d'ordre public. Et donc, c'est monté au Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative. Et le Conseil d'État, dans une décision qui était prise en urgence, ou en général, le Conseil d'État, dans ces cas-là, prend un seul argument, celui qui paraît le plus solide, laisse un peu de temps pour qu'on regarde ensuite le fond des choses. Là, il prend tous les arguments d'un coup. Il dit, considérant que ces arrêtés portent une atteinte grave et manifeste à plusieurs libertés publiques, la liberté de s'habiller, la liberté de conscience, la liberté d'aller et venir, j'annule les arrêtés. Ça ne peut pas être plus net. Et finalement, les maires s'y sont plus ou moins vite rangés. Mais il faut savoir que ça a fait des ravages. Ça a fait des ravages, parce que ça a pu être utilisé par la propagande islamique pour dire, voyez comment les Français traitent les femmes musulmanes, et Daesh en particulier s'en est servi. Et un jour, j'étais interrogé sur une radio, et j'évoquais un film que parfois les jeunes connaissent encore, en tout cas les plus âgés le connaissent, qui s'appelle Le gendarme de Saint-Tropez, avec Louis de Funès. Qu'est-ce qu'il y a dans le gendarme de Saint-Tropez ? Il y a des gendarmes qui ont des jumelles, qui se cachent derrière des buissons pour traquer les femmes avec des seins nus. Et je dis, ça me fait penser aux gendarmes de Saint-Tropez. Du coup, on m'envoie une vidéo dont j'ai vérifié que ce n'était pas un fake, dans lequel on voit, cela dit aujourd'hui, pas dans le film Le gendarme de Saint-Tropez, des policiers municipaux dans un Zodiac, regarder dans l'eau si une femme a une combinaison de plongée ou bien si c'est un burkini. Voilà le niveau de ridicule auquel on est arrivé. Ça n'est pas une question de laïcité, ça peut être une question de trouble à l'ordre public. Le hijab de course. Il faut voir aussi que derrière, d'ailleurs, le burkini, comme le hijab, il y a un commerce. Le burkini est né en Australie pour des raisons commerciales, pas pour des raisons idéologiques, parce qu'un certain nombre de femmes, de culture ou de religion musulmane, ne pouvaient pas aller ou pensaient qu'elles ne pouvaient pas aller se baigner s'ils n'avaient pas cette tenue de façon à ce qu'on leur fiche la paix. Donc il y a un marché.
Le hijab de course ou de riding, comme on dit maintenant, c'est la même chose. C'est une démarche commerciale parce qu'il y a un marché. Après, on ne peut pas aimer, on peut être contre, on peut trouver ça choquant, ridicule. Les opinions sont libres, le débat public est libre. Mais pour autant, on a le droit de commercialiser un hijab de course. On a le droit de porter un hijab de course, sauf si on enquiquine les autres. Toujours la même chose, sauf si on crée du trouble. On n'est pas obligé d'interdire tout ce qu'on n'aime pas. Sinon, on a une laïcité purement d'interdiction et qui va donc être détestée. C'est pourtant assez simple. Je constate avec regret qu'un certain nombre de responsables politiques se sont éparpillés sur les ondes pour donner leur avis. J'aime, j'aime pas, c'est choquant. Oui, bon, quand on est responsable politique, je crois qu'il faut éviter de s'appuyer uniquement sur son opinion personnelle, surtout quand on a une responsabilité ministérielle. La ministre des Sports, Roxana Marcineanu, a très bien réagi. Elle a dit « Moi, je prends les femmes comme elles sont. Le sport, c'est émancipateur. Et je veux que toutes les femmes puissent accéder au sport de façon à pouvoir bénéficier de cette émancipation. » Je crois que ça, c'est une position juste du point de vue de la laïcité. Je vais prendre deux autres cas qui sont moins spectaculaires, mais beaucoup plus lourds de conséquences. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure à table. Les cantines scolaires. Qu'est-ce qu'il faut servir comme repas, comme menu dans les cantines scolaires? Curieusement, ça peut surprendre, mais il n'y a pas de loi qui dise « vous êtes obligé de servir tel ou tel type de menu au maire, à l'éducation nationale, ou il est interdit de servir tel ou tel type de menu ». Les seules règles qui existent sont des règles d'hygiène et de sécurité. Mais à partir de là, ce que nous recommandons à l'Observatoire, et c'est dans la petite brochure que je vous montrais tout à l'heure, la première qu'on ait faite, qui n'est pas une invention, n'est pas tombée génialement de nos cerveaux, mais qui est inventée depuis très longtemps dans beaucoup d'établissements de l'éducation nationale, dans beaucoup de communes. Ça consiste à offrir du choix. Comme vous dites ici, au lycée, multi-choix. Très bonne expression que je reprendrai. Pourquoi du choix? Parce que le choix, pour autant que matériellement on puisse le faire, il y a des questions d'organisation, de self, bon. C'est bon pour la santé. Et surtout, ça permet de répondre à des demandes différentes. La laïcité doit être ce qui rassemble et pas ce qui sépare. Autrement dit, je n'emploie pas l'expression menu de substitution. Parce que menu de substitution veut dire qu'on fait droit à une demande à caractère religieux, qui est qu'un certain nombre d'enfants, musulmans ou juifs, ne veulent pas manger de viande de porc. Je ne dis pas du tout qu'ils n'en ont pas le droit. Je dis qu'on doit regarder toutes les demandes qui sont également légitimes. Par exemple, celle des végétariens, qui ne veulent pas manger de viande du tout. Ou le souhait simplement d'un collégien, une collégienne, lycéen, lycéenne, qui un jour donné préfère ne pas prendre de viande et prendre un plat alternatif. Donc, il faut la solution qui rassemble. Celui ou celle qui un jour donné ne veut pas manger de viande. Celui qui est végétarien qui ne veut jamais en manger. Celui qui est juif ou musulman qui ne veut pas manger de viande de porc. Ça veut dire offrir du choix. Ce n'est pas très compliqué. Il y a des tas de municipalités, je le disais, des tas d'établissements où ça se pratique bien. Et moi, j'en veux beaucoup. Je le dis avec force. À quelques hommes politiques qui, pour des raisons purement politiciennes, d'affichage électoral, ont remis en cause des pratiques qui existaient à la satisfaction générale depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il y a le cas, par exemple, du maire de Chalon-sur-Saône, qui a remis en cause une pratique qui émanait de quelqu'un qui était un grand personnage politique, Dominique Perben, même tendance politique que lui, qui était garde des Sceaux, qu'il avait fait en 1983. Donc voilà, 34 ans. En disant, c'est pas laïque de servir des menus différenciés. Et comme l'a dit un ancien président de la République, si la viande de porc ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à reprendre des frites. Je cite Nicolas Sarkozy. Bon, ben, il y a eu un recours contre cette décision qui a été prise, comme par hasard, écoutez-moi bien, entre deux tours d'une élection, ce n'était pas n'importe quand, ça ne lui a pas pris comme ça, non, c'était entre deux tours d'une élection départementale. Et en plus, il est un des responsables de l'Association des maires pour la laïcité, il faut le savoir. Donc, recours devant le tribunal administratif. Vous savez, le tribunal administratif, c'est le premier échelon de la justice administrative, ça se passe donc à Dijon. Le tribunal administratif dit ceci: la France a signé une charte internationale des droits de l'enfant, qui dit qu'on doit, dans toute décision, prendre d'abord en compte l'intérêt de l'enfant. Et le tribunal administratif a dit, le maire de Chalon-sur-Saône n'a pas pris en compte d'abord l'intérêt de l'enfant, surtout qu'il n'a pas fait état de difficultés pratiques. Appel, cour administrative d'appel de Lyon. La cour administrative d'appel de Lyon a tenu un raisonnement différent, mais pas incompatible, en disant, il n'y a rien dans la laïcité qui interdise de servir des menus différenciés. Vous voyez comment cette solution qui est assez simple, qui ne devrait pas faire débat, arrive à faire débat pour des postures politiciennes.
L'autre cas concret dont je voudrais vous parler, parce qu'il se pose réellement à des managers privés au public, à des responsables, c'est les demandes d'autorisation d'absence, des RTT comme on dit maintenant, pour un motif à caractère religieux en dehors des fêtes qui peuvent être légalement fériés, chômés. Là encore, la règle est assez simple, parce que beaucoup de responsables, au début, mais maintenant je crois qu'ils ont compris, on les a informés et formés, se disaient, si je dis oui à une demande à caractère religieux, est-ce que je ne vais pas violer la laïcité? Et si je dis non, est-ce qu'on ne va pas m'accuser de discrimination? Donc il faut savoir quand est-ce qu'on peut dire oui, quand est-ce qu'on peut dire non, ou qu'on doit dire non. Et la règle doit être objective. Une demande de congé, d'autorisation d'absence, parce qu'on a un enfant malade, parce qu'on a un deuil, parce qu'on a une obligation administrative, ou parce qu'on veut célébrer une fête religieuse, ça a exactement la même valeur. C'est comme les menus à la cantine tout à l'heure. Et il faut un critère objectif. Si ça met en difficulté l'atelier, le bureau, le magasin, l'usine, on dit non. Et si ça ne met pas en difficulté, on peut dire oui. Vous voyez comment la laïcité, dans des cas concrets comme ça, je ne dis pas que ça résout tout, est finalement assez simple. Et comment cette vieille loi de 1905 fonctionne encore aujourd'hui. Alors parfois on me dit, le monde a changé, le contexte a changé, la société a changé. 1905, c'est vieux. Je dis à ce moment-là à ceux qui me parlent de ça, et donc il faut le supprimer, il faut le remplacer. Vous savez, il y a un texte encore plus vieux que la loi de 1905. Il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Est-ce que vous pensez qu'il faut la changer parce qu'elle est vieille, alors qu'elle a inspiré des législations internationales et de la terre entière? Il faut la changer si elle ne marche pas. Mais en réalité, si on l'applique intelligemment, avec sérieux, avec fermeté et sérénité, elle marche. Je voudrais, en terminant pour laisser du temps à l'échange, vous faire partager une interrogation, une réflexion que je me suis faite depuis que j'ai eu l'honneur d'assumer ces fonctions. J'ai été nommé par le président Hollande et renommé par le président Macron. Je me suis demandé pourquoi il y avait tant de passion sur ces histoires de laïcité. Quand on les expose comme je le fais, vous voyez que c'est relativement simple. Et je crois que c'est parce qu'elle touche la question de laïcité à des questions fondamentales, profondes, comme des couches géologiques qui soulèvent tous les problèmes. La première couche, c'est ce qu'on peut appeler la question sociale, c'est-à-dire la discrimination, l'absence de mixité. Il y a dans notre pays, globalement, avec des exceptions, un échec depuis 30 ans sur la mixité sociale, dans le logement et dans l'habitat, et sur la mixité scolaire. Ça a des conséquences très graves sur le vivre ensemble. Ça a des conséquences très graves sur la difficulté d'exercer sa liberté quand on est dans un contexte totalement homogène. On parle de pression communautarisme. S'il y a des pressions communautaristes, c'est qu'il y a des communautés. Et s'il y a des communautés, c'est parce qu'il n'y a pas de mixité sociale. Et donc, c'est pour nous le combat principal à avoir. Retrouver les moyens, c'est pas facile, il faut en parler, il faut convaincre les gens. Il y a des élus qui arrivent, il y a des cas où l'éducation nationale, dans une cinquantaine de collèges, y arrive, de remettre de la mixité. Jaurès le disait déjà en 1904, la République doit être laïque et sociale, elle restera laïque si elle sait rester sociale. C'était vrai en 1903, c'est vrai en 2019. La deuxième question, c'est évidemment celle de l'islam. C'est pas être anti-musulman que de constater qu'il y a une visibilité beaucoup plus grande de l'islam, comme d'ailleurs de quelques autres religions aujourd'hui, dans l'espace public. Et naturellement, ce n'est pas la culture dominante. Et par conséquent, c'est compréhensible que ça puisse choquer, surprendre des gens, surtout qu'une partie importante des féministes considère que c'est forcément une régression et une soumission à l'homme et que ça va contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on a des débats, vous en avez les échos, dans les médias, chez les hommes politiques. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Est-ce que l'islam est soluble dans la laïcité? On peut en débattre à perte de temps. Moi, je considère qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Enfin, on peut en discuter. J'ai même entendu un jour un évêque, il est vrai, très progressiste, qui expliquait qu'il n'était pas convaincu que l'Église catholique était totalement soluble dans la laïcité. Enfin, c'est un évêque, il pouvait se permettre de le dire de manière ironique. La question, elle est de savoir que l'immense majorité de nos compatriotes, de nos concitoyens, d'origine, de culture, de religion musulmane, pratiquent leur foi tranquillement, sans poser de problème à personne. L'immense majorité, pas tous. Et qu'il faut donc, là aussi, c'est comme les critères objectifs pour les autorisations d'absence. Ce qui compte, ce n'est pas le voile ou pas le voile, ce n'est pas la religion musulmane ou autre, c'est est-ce qu'on porte atteinte à la liberté d'autrui? Est-ce qu'on ne respecte pas les lois de la République? Est-ce qu'on ne respecte pas l'égalité entre les femmes et les hommes? Et là, il y a des outils très simples. Quand on refuse de servir une femme dans un restaurant parce que c'est une femme, ou quand on refuse de servir une femme dans un restaurant parce qu'elle porte un foulard, ce n'est pas la peine de parler de laïcité.
C'est une discrimination à l'égard des femmes. C'est un refus de vente sur le plan commercial. La femme qui en est victime est en droit de porter plainte. Si elle ne le peut pas, une association peut le faire. Et nous demandons à l'Observatoire de la laïcité, parce qu'il faut, par rapport à des comportements contre les lois de la République, une tolérance zéro. Il faut que le procureur de la République porte plainte au nom de l'État, au nom de la République, pour bien faire respecter la loi commune. La troisième question, question sociale, question de l'islam, c'est ce qu'on pourrait appeler la question de l'identité nationale. Et elle se pose, dans le monde tel qu'il est, bien au-delà des questions des religions et de laïcité. Qu'est-ce que c'est qu'un pays comme la France, dans une économie mondialisée, globalisée, dominée par une finance spéculative? Qu'est-ce que c'est qu'un pays comme la France, dans l'Europe? On va avoir bientôt des élections européennes, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elle ne satisfait pas la grande majorité de nos concitoyens, nos compatriotes européens. Eh bien, je crois qu'il faut se saisir de ce débat, répondre à cette question, et je vais vous dire, pour terminer, ce que je réponds, moi, à la question qui m'est posée, qu'est-ce que c'est que la France? Je réponds, la France, c'est d'abord une histoire qu'il faut assumer, avec ses grands moments et avec ses mauvais moments. Il faut que ce soit une histoire qui soit partagée, c'est-à-dire qu'on raconte toute l'histoire, et pas seulement une partie de l'histoire. Je vais prendre un exemple. Vous avez peut-être entendu parler d'Abdelkader. Abdelkader, qui était combattant contre la colonisation française en Algérie. Dans les livres d'histoire, quand on en parle, on dit ce que je viens de vous dire. Parfois, on parle d'un truc qui est considéré comme folklorique, qui s'appelle la smala. La smala d'Abdelkader, en fait, sa signification politique, c'est qu'il y a la tente du chef et à égale distance, les tentes des familles. Mais ce qu'on ne raconte jamais, à ma connaissance, s'il y a des livres d'histoire qui le racontent, faites-les-moi passer, je pourrais avoir un contre-exemple. C'est qu'Abdelkader, après avoir combattu la colonisation française, s'est rallié à la France, s'est rallié aux valeurs de la République, en a été le propagandiste, est devenu franc-maçon et a protégé des chrétiens qui étaient attaqués par les musulmans en Irak. Donc l'histoire de France, c'est toute l'histoire d'Abdelkader. Ce n'est pas seulement un morceau de l'histoire d'Abdelkader. Donc nous avons l'histoire, nous avons la langue, qui est une force extraordinaire, une force formidable. Nous avons bien entendu la République et la laïcité, à condition de ne pas réduire l'identité nationale à la laïcité. Il y a bien d'autres choses. Nous avons une volonté de vivre ensemble chaque jour qui doit se démontrer. C'est le référendum permanent dont parlait Benjamin Constant. Et puis, nous devrions avoir aussi une vision de l'avenir. Et autant ce que j'ai dit là pour commencer peut être partagé, je pense, par toutes et tous, toutes ceux et toutes celles en tout cas qui respectent l'histoire, la laïcité. Il doit y avoir des projets. Qu'est-ce que nous voulons que la France devienne? Et là, il peut y avoir des projets différents. Et je pense que la politique souffre beaucoup du fait qu'on n'a plus aujourd'hui, à la différence d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, des vrais projets forts pour dire quel avenir les hommes politiques proposent à la France. Et je voudrais terminer par une citation de François Mitterrand, qui est venu dans cette mairie remettre la Légion d'honneur au maire précédent, qui est une très vieille citation, puisqu'elle date du 18 mai 1987, 32 ans, dans un colloque à la Sorbonne. Et François Mitterrand dit ceci: « Qu'est-ce qui nous oblige à considérer que nous devons de nous-mêmes nous placer dans un musée, objet derrière une vitre, auquel personne ne pourra toucher? Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, un peu portugais, un peu polonais. Et je me demande si nous ne sommes pas déjà un peu arabes. Je reconnais que voici une phrase inquiétante. C'est celle-là qui sera épinglée. Ayant compris cela, je souhaite qu'à travers les générations, les Français qui viendront après moi, fiers quand même de ce qu'ont été ceux d'avant, considèrent que ceux d'après, ceux du siècle prochain, vous, seront plus forts, seront plus riches de culture, seront des Français plus proches de l'universel et donc de la compréhension des affaires du monde. Je vous remercie. Et maintenant, nous avons, je crois, à peu près une demi-heure, si vous le souhaitez, pour des questions et des réponses ou des interventions, des expressions. Dites ce que vous pensez ou réagissez à ce que j'ai dit ou à ce que je n'ai pas dit. Il y a donc un micro quelque part qu'on recherche. Il est là. Ah. Donc vous levez la main. Et on va vous distribuer la parole.
Qui souhaite intervenir? C'est lui qui doit décider, c'est pas vous. N'hésitez pas, la première question est souvent... Ah voilà, la plus difficile. Bravo aux courageux. Chut, un peu de silence, s'il vous plaît. Qu'on puisse entendre la question, un peu de silence. Ça va marcher. Oui, allô. Bonjour monsieur, merci d'être venu, c'était très sympathique. Vous énonciez précédemment les règles de la laïcité. Premièrement, vous citiez la règle de liberté, puis après vous énoncez le principe de neutralité et vous avez dit que c'était un moyen de garantir l'égalité. Est-ce que vous pensez que, personnellement, je pense que l'égalité et la liberté sont deux valeurs qui se contredisent un peu, dans le fait que pour l'égalité, on peut restreindre les libertés. Et est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut faire coexister ces deux valeurs? Alors, je ne pense pas que la laïcité soit une valeur. C'est un peu technique. C'est un débat intéressant, philosophique, si vous voulez, sémantique. Je pense que la laïcité, comme je l'ai dit, est un principe, c'est-à-dire un cadre. Ce qui est des valeurs, c'est ce que vous avez dit à l'instant, liberté, égalité et fraternité. Dans l'absolu, au-delà des questions de laïcité, vous avez raison. La recherche de l'égalité peut conduire à supprimer ou à réduire un certain nombre de libertés. C'est clair. Mais dans le cas de la laïcité, ça n'est pas le cas parce que ce n'est pas la neutralité des individus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est l'État qui est neutre. C'est pas vous, moi, c'est pas les citoyens, c'est pas la société qui est neutre. On est porteur de notre histoire, de nos convictions, y compris religieuses, philosophiques ou politiques. La seule obligation de la neutralité, c'est aux agents de l'État. Parce qu'ils représentent plus qu'eux-mêmes. Ils représentent la commune, le département ou l'État. Donc ça ne porte pas atteinte du tout à la liberté de chacun, y compris à la liberté des usagers ou à la liberté des citoyens. Et dans le débat sur la laïcité, il y a parfois une très grande confusion. Il y a une volonté d'un certain nombre de responsables sur presque tous les bancs politiques et une volonté probablement d'une partie importante de la population, d'après les sondages, de dire les religions, ça entraîne des conflits. En plus, il y a des formes de religion qui peuvent être dangereuses. Donc, il faut interdire. En tout cas, il faut éliminer tout signe d'appartenance religieuse pour les usagers des services publics, pour les parents accompagnateurs des sorties scolaires, interdire le foulard à l'université, puisqu'il s'agit du foulard en fait, interdire le foulard dans la rue. Le débat est libre en démocratie. Moi je dis que cette position est extrêmement dangereuse, parce qu'elle, là pour le coup, elle porte atteinte aux libertés des individus et des citoyens. Et c'est très grave. En plus, ça va déclencher des contre-réactions. Les gens qui ont tendance à ne pas se considérer comme respectés dans leurs convictions, leurs croyances, qui sont discriminés, souvent à raison du lieu où ils habitent, pas seulement à cause de leur religion supposée, vont se sentir encore plus bien à l'écart de la communauté nationale. Et donc je considère que ces positions-là sont extrêmement dangereuses. Donc quand on parle de changer la laïcité, il faut que vous interrogiez les gens qui vous le disent en disant « vous avez changé quoi dans la loi ?» Parce que les mêmes qui, comme tout le monde, disent la loi de 1905 c'est formidable, ont en réalité des propositions qui, elles, portent atteinte à la liberté. Donc je distingue bien le débat public, qui est libre, c'est important, c'est très bien qu'on en parle, des opinions qu'on peut en avoir, et je vous donne mon opinion, ce serait pour le coup attentatoire à la liberté, et moi je le combattrais comme citoyen, pas comme responsable de l'Observatoire seulement. D'autres questions? Oui? Merci. Je peux faire un bouton? C'est bon. Bonjour. Bonjour. Justement, comment dire, cette jonction des cultures ne crée-t-elle pas une discordance au niveau culturel et donc, d'une certaine manière, une annihilation de la laïcité de par l'incompréhension qu'ont les cultures entre elles en France? Alors, question importante, parce que ça touche culture multiculturelle, multiculturalisme, société multiculturelle. C'est pas ce que vous avez dit, mais la question est derrière votre question. D'abord, quelle est la réalité de la France? La réalité de la France, c'est que nous avons des cultures différentes.
Mais ces cultures différentes, certaines remontent à loin. Il y a une culture des gens du Nord, vous le savez bien, qui est propre à l'histoire, qui n'est pas tout à fait la culture des Bretons, qui n'est pas la culture des Provençaux, qui n'est pas la culture des Auvergnats. Et il y a en plus, bien sûr, des personnes qui sont devenus français par la naissance ou par l'acquisition de la nationalité, des gens qui vivent en France qui ne sont pas français, qui sont porteurs d'autres cultures. On a dans des villes 50, 70, 80 nationalités d'origine. Et précisément la laïcité consiste à faire qu'on se connaisse, qu'on se respecte et qu'on fabrique du commun. J'ai parlé tout à l'heure du prix de la laïcité, j'ai parlé des 2 établissements scolaires, le collège et puis le lycée professionnel d'Antibes. Le prix, en dehors des catégories éducation, a été donné à une association de femmes de la région de Bordeaux qui ont travaillé, qui s'occupent pour l'aide aux victimes de violences, l'insertion, l'alphabétisation, la scolarisation, de 85 nationalités. Elles ont fait un travail énorme entre elles sur qu'est-ce que c'est que la laïcité, sur qu'est-ce qu'on admet, qu'est-ce qu'on n'admet pas, avec des débats très vifs. Elles ont fait une pièce de théâtre pour expliquer ça. Et elles ont expliqué, dans la plupart des langues parlées, pas les 85, mais beaucoup, ce que c'était que la laïcité. Et les gens, les hommes et les femmes, et surtout des femmes, se le sont appropriés. Donc, connaître l'autre, connaître la culture de l'autre, c'est progresser dans la compréhension de la laïcité, c'est progresser dans ce qu'elle peut nous apporter. Là où il y a problème, c'est quand une culture se veut fermée, se veut hégémonique. Dit si toi tu devrais partager ma culture, tu ne partages pas ma culture, tu devrais pourtant à cause de ton origine, de ta religion, de ton nom. Donc c'est le communautarisme au sens de se refermer sur soi. Ce n'est pas la communauté des clubs qui soutiennent le LOSC, des fans qui soutiennent le LOSC. La communauté culturelle qui se replie sur soi peut être dangereuse pour la laïcité. Mais ça dépend de l'attitude. On a envie de célébrer les rites, l'histoire de son lieu d'origine. Moi, aucun de mes 4 grands-parents n'était français. Et c'est pour ça que je me sens très français et européen. Mais je me sens en particulier italien, comme mon nom l'indique. Et donc j'ai une sympathie, une curiosité, un intérêt. Si je devais vivre ailleurs qu'en France, ce serait probablement en Italie. Tout ça est normal, qu'on tienne compte de sa culture d'origine, de son pays d'origine, même si on vit en France, et si l'immense majorité de nos concitoyens qui sont d'origine étrangère se considèrent d'abord comme français. Mais une minorité forte dit « je ne suis pas reconnu comme français, je suis discriminé ». Donc il faut reconnaître les cultures des autres, il faut les comprendre, et il y a des fêtes qui permettent de le faire, et vous le savez bien ici, mais toujours dans cette volonté de partager, de comprendre, d'échanger, de s'enrichir. Pas de dire « moi c'est mieux que toi », « moi c'est bien, toi c'est mal ». Et c'est très important parce que dans le débat politique, on est comme ça dans ce pays. On est presque incapable d'argumenter en tenant compte du point de vue de celui qui ne pense pas comme vous, qui n'est pas forcément un débile profond, un diable, un suppôt de je ne sais pas quoi, du capitalisme ultralibéral ou de l'extrémisme gauchiste. Si on pouvait arriver dans le débat français à parler calmement, à comprendre que les problèmes ne sont pas simples, que la vie est complexe, que ceux qui ne pensent pas comme moi ont des raisons que je peux entendre, en tout cas discuter, alors ça changerait beaucoup de choses. Et si je dis ça à propos de la politique et du débat politique, c'est parce que ça rejoint votre question sur les cultures. Donc, une bonne compréhension de la laïcité, c'est de reconnaître ces différences de culture, mais de ne pas en faire un but en soi. Il y a des pays comme l'Angleterre où c'est considéré comme un but en soi d'avoir des cultures côte à côte. Ça marche pas mal du point de vue de la cohabitation. Ça marche beaucoup moins bien du point de vue de l'intégration. On n'a pas de statistiques sur les mariages mixtes entre une personne née de parents français et une personne née de parents étrangers. Mais en Angleterre, ce qu'on appelle les Pakis, qui sont des Pakistanais ou des Indiens, les mariages mixtes avec des Anglais de souche, c'est 3, 4, 5%. Ils vivent côte à côte, plutôt pas mal, mais ils ne se mélangent pas. Idem pour les Allemands d'origine turque. Ils ne se mélangent pas. La différence, c'est que les Anglais ont eu beaucoup plus tôt des députés, des représentants d'origine indienne ou pakistanaise, très visibles, y compris le maire de Londres, qui est d'ailleurs un musulman. Ce qui est d'ailleurs important pour les musulmans dans le monde, c'est montrer qu'on peut être dans un pays occidental musulman et maire. Ce n'est pas interdit, la preuve, il l'a fait. Mais en France, on a 30-35% de mariages mixtes. C'est pour ça que je vous citais François Mitterrand. On est capable en France, malgré toutes les difficultés, d'intégrer, ce qui ne veut pas dire nier les différences. Donc, les connaître,
les respecter, ne pas les nier, ne pas en faire un objet en soi. Notre but n'est pas le multiculturalisme, notre but est l'intégration républicaine. Notre but, c'est qu'on soit tous citoyens. Je ne vois pas de contradiction si on applique bien la laïcité. Ouverture, tolérance, respect, mais on fait ensemble. On fait ensemble des fêtes, on fait ensemble des actions pour l'environnement, dans notre diversité. C'est là où on apprend à se connaître. Régis Debray, c'est un nom que vous avez peut-être entendu déjà, c'est un grand philosophe qui a été d'ailleurs, dans un temps de sa vie, un compagnon de Che Guevara, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui a d'ailleurs été prisonnier, libéré sur intervention du général de Gaulle. Régis Debray, qui aime bien la provocation, avec qui je discute souvent, on a travaillé ensemble à l'Élysée pour François Mitterrand, a cette formule, alors un peu provocatrice, mais je vous la livre parce que je crois que ça complète ma réponse à votre question. Il dit, on dit toujours la laïcité, c'est le vivre ensemble. Il dit, ça ne veut rien dire le vivre ensemble. C'est les vaches qui vivent ensemble. Il faut faire ensemble. Allez-y, pas de timidité. S'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Bianco, moi j'en ai une. Allez-y. Une des fois où je vous ai rencontré, je vous ai demandé de me parler de la laïcité à l'étranger. Parce qu'en fait, le mot laïcité, beaucoup de gens disent qu'il est intraduisible, que c'est un mot franco-français et que ce n'est pas compris à l'étranger. Quelquefois, on a certains pays qui disent que la France n'est pas un pays de liberté. Par exemple, certains disent que la loi de 2004, qui interdit à nos élèves de porter des signes religieux ostensibles dans nos établissements publics, est attentatoire aux libertés. Et par exemple, nos amis américains nous disent ça. Alors, comment c'est vu la laïcité française à l'étranger? Et quand vous y allez, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, très importante et juste question. Parmi nos tâches, mais vous le savez bien, à l'Observatoire de la laïcité, il y a la faire connaître à l'étranger, que nous faisons avec le ministère des Affaires étrangères. Nous avons demandé que dans tous les instituts culturels, dans toutes nos ambassades, on devrait en avoir 150 ou 160, il y ait des spécialistes, des chercheurs, des professeurs, des gens compétents qui viennent expliquer ce qu'est la laïcité française. Non pas pour dire, ça c'est une tendance très française, on est les meilleurs, vous êtes nuls, mais pour dire d'où ça vient, quelle est notre histoire, comment ça fonctionne. Et ça suscite beaucoup d'intérêt. Il y a ensuite des pays qui ont des formes de laïcité, parfois dans leur constitution. C'est le cas de pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Mali, c'est le cas du Niger. Cela dit, il ne suffit pas de l'avoir dans la Constitution pour que ça ressemble à la laïcité française. Par exemple, en Inde, c'est dans la Constitution, mais en même temps, il peut y avoir des lois religieuses dans certains États indiens. Il y a des pays qui ont la séparation des églises et de l'État. Le Mexique a été le premier, en 1860. Donc même si c'est difficile à traduire, on traduit en anglais par sécularisme, sécularisation, c'est pas la même chose. On a du mal à le traduire en arabe, pareil que certaines fois, moi je parle pas arabe, on traduit par athée. Et je vous ai dit que la laïcité, c'était pas l'athéisme. Donc il y a aussi une difficulté de vocabulaire. Au-delà de ça, qu'est-ce que nous disons? En fait, on est contesté de deux côtés. Du côté du monde anglo-saxon, les Anglais et les Américains, et du côté d'une partie du monde arabo-musulman. Je dis arabo-musulman parce qu'il faut savoir que le premier musulman au monde, ce n'est pas un pays arabe, c'est l'Indonésie. Et que les Iraniens ne sont pas arabes. Donc pour ça je dis arabo-musulman, ça peut être arabe ou musulman ou les deux à la fois. Du côté anglais-américain, on nous dit vous brimez la liberté. Il faut voir que les Américains en particulier ont une conception de la liberté très différente de la nôtre, ou assez différente. Pour eux, une secte, c'est une forme classique de religion. Pour nous, les dérives sectaires, c'est dangereux parce que c'est de la manipulation. Et donc, nous expliquons inlassablement, et nous avons quand même un atout qui est les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a validé nos lois. Et depuis 2 ans, nous ne sommes plus sur la liste, alors ça peut être la liste qui comporte aussi la Suisse, la Belgique, enfin on n'est pas les seuls, qui sont stigmatisés par les Américains et les Anglais. Du côté du monde arabo-musulman, c'est plus compliqué, parce que l'enjeu de la laïcité est en fait un enjeu de politique nationale. Autrement dit, si vous êtes pour un islam des Lumières, un islam progressiste, plus d'égalité entre les hommes et les femmes, vous êtes forcément pour la laïcité, c'est un fait. Et si vous êtes contre ces évolutions, la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, le fait qu'il n'y ait plus de religion d'État, alors
vous êtes contre la laïcité qui est le ver dans le fruit. Et donc le débat est très compliqué parce que quand on parle de laïcité, on parle en fait d'autre chose, du type d'évolution que peuvent souhaiter des pays arabes ou des pays musulmans ou des citoyens. Et un cas très intéressant à cet égard, c'est le cas de la Tunisie. Du point de vue idéologique, seulement idéologique, parce que malheureusement du point de vue économique et sécuritaire, ça va très mal, la Tunisie est probablement le seul printemps arabe qui est en bonne partie réussi. La constitution tunisienne est extrêmement intéressante. Elle dit dans son article 1er, l'islam est la religion de la Tunisie. On est dans ce que critiquait Mirabeau, une religion nationale. Mais dans son article 2, on a la liberté de croire ce qu'on veut. Et sur l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a également des progrès qui se font. Mais le débat, il est très polarisé par quel type de régime, quel type de société on veut. Et donc, ce que nous expliquons, parce que parfois le mot laïcité, les gens ne comprennent pas. Et il y a une formule qui permet de comprendre, c'est de dire, voilà, pour nous, la laïcité, c'est le produit de notre histoire. Et chez nous, l'histoire, c'est guerre de religion protestant-catholique. 1 million de protestants qui ont dû quitter la France sur 3 millions. Et c'est combat Église catholique-État. Et ça explique nos positions. Il y a des endroits où il s'agit de protéger les religions de l'influence de l'État, c'est le cas américain, et il y a le cas chez nous où l'État est plutôt protecteur des libertés des citoyens de croire ou de ne pas croire. Donc expliquer cette histoire et dire, pour nous, c'est la manière de faire vivre liberté, égalité, fraternité, de le décliner sur des sujets concrets. Parce qu'on a un cas assez comique que m'a rapporté un de nos membres qui est également au ministère des Affaires étrangères. Il a un drôle de nom ancien, s'appelle le conseiller pour les affaires religieuses. C'est l'homme qui regarde les questions de religion et de laïcité au Quai d'Orsay, qui a été ambassadeur au Qatar, entre autres. Et il dit, dans des réunions internationales, quand on parle de droits de l'homme, tout le monde est d'accord, sur le papier. Et puis, il y a un représentant d'un pays arabe, généralement un pays du Golfe, qui dit, on est d'accord sous réserve naturellement de la charia. Et puis, il y a parfois un représentant français qui dit, on est d'accord sous réserve naturellement de la laïcité. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre la laïcité au même plan que la charia. D'autres questions ? N'ayez pas de regrets, n'hésitez pas. Oui. Bonjour. Bonjour. Je rebondis sur ce que vous disiez sur le général de Gaulle, que vous aviez cité le général de Gaulle parce qu'il a libéré Che Guevara. Mais, pardon ? Il a obtenu la libération de Régis Debray. Che Guevara, il a été tué par les forces américaines. Oui, du coup, j'ai pensé au général de Gaulle. Et le général de Gaulle, il disait que la France était un pays de culture européenne et de religion catholique. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, je pense qu'avec tout le respect qu'on doit au général de Gaulle, et ce n'est pas une clause de politesse, la France n'est pas un pays de religion catholique. La France est un pays dont la tradition catholique et la tradition chrétienne est extrêmement importante. Il n'y a qu'à voir nos noms de rues ou nos noms de fêtes, par exemple. Mais la France est un pays qui a, dans sa réalité d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, une majorité de non-croyants, et où les catholiques sont une minorité, contrairement à l'histoire. Donc il n'y a pas de religion d'État. La religion catholique n'est pas majoritaire parmi les convictions, alors on va dire une religion catholico-islamique, si on prend les deux principales religions françaises. Et ça rejoint une question sur l'Europe. Vous savez, il y a eu ce débat il y a quelques années, au moment où on parlait d'une constitution européenne, sur les racines chrétiennes de l'Europe. Et c'était un débat extrêmement vif. Ce que je crois, moi, c'est que la France a évidemment des racines chrétiennes. Et d'ailleurs, l'Europe en général aussi. Enfin, une bonne partie de l'Europe. Ces racines sont très importantes. Mais que nous avons aussi d'autres racines. Nous avons des racines qui nous viennent des Grecs. C'est la démocratie. Nous avons des racines qui nous viennent des Romains. C'est le droit. Nous avons des racines qui nous viennent du monde arabe, qui, à l'époque de l'Andalousie, nous a fait redécouvrir la culture grecque. Nous avons des racines juives. Nous avons des racines franc-maçonnes. Donc, c'est tout ça, la France. Ce n'est pas que des racines chrétiennes. Et dans le débat du 19e siècle dont je vous parlais, nation, puis république, Église catholique, on parlait de la guerre des deux France. La France, fille aînée de l'Église, c'était la grande formule des catholiques, versus la France, fille aînée des Lumières. La France est fille aînée des Lumières, elle n'est pas fille aînée de l'Église, parce que l'Église est séparée de l'État.
Même les non-élèves ont le droit de poser des questions. Ou d'intervenir. Oui, non, un jeune qui serait entendu, qui serait convaincu de votre message, comment il va, dans son quotidien, devenir un porte-parole de ce message? Excellente question. Je crois d'abord qu'il faut qu'il soit convaincu, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille pour approfondir, comprendre et avoir sa propre position. Ce n'est pas parce qu'il aura été convaincu par ma conférence d'aujourd'hui que ça suffit. C'est la démarche laïque. C'est penser par soi-même. Ce n'est pas seulement être convaincu par quelqu'un qui a dit quelque chose auquel on adhère. C'est se fabriquer ses propres convictions. Parce qu'on est bien meilleur, ça vaut pour la politique, ça vaut pour le syndicalisme, ça vaut pour la laïcité, si on défend quelque chose avec ses mots à soi, avec ce qu'on croit, et pas en répétant les slogans, les formules toutes faites. Donc il faut travailler. Deuxièmement, il faut regarder dans la vie collective d'un collège, d'un lycée, d'une association, d'une entreprise, quelles sont les occasions de parler de laïcité, de parler des religions. Ce n'est pas interdit d'en parler. Pour comprendre ce que c'est que la religion des autres, ce à quoi on croit. On peut ne pas être croyant dans une religion et être croyant dans une spiritualité. On peut croire que la vie a un sens ou n'a pas de sens. On peut croire qu'il y a une vie après la mort ou pas une vie après la mort. C'est des questions fondamentales qui touchent à notre identité de chacun et qui doivent être abordées aussi dans le cadre de la question de laïcité. Donc, il y a un engagement sous les formes plutôt de faire ensemble, d'avoir des actions d'intérêt général où on va se retrouver de convictions et de religions différentes, sans y prêter attention au départ. Mais par exemple, pour une action de l'environnement, pour une action humanitaire, on va découvrir des gens qui ne pensent pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes religions, mais on leur a découvert non pas en discutant sur la religion de l'autre, mais en discutant sur comment on fait ensemble et au nom de quelles valeurs et pourquoi on le fait. Et puis il y a des associations très nombreuses dans lesquelles on peut participer très jeune. Je pense, il y en a beaucoup, qui sont des militants historiques de la laïcité. Je pense à la Ligue de l'enseignement, à la Ligue des droits de l'homme. Et pour ceux, alors c'est une position assez anti-religieuse, mais extrêmement rigoureuse sur le plan de la laïcité, la libre pensée. La libre pensée a un site et a des analyses sur la laïcité qui sont parfaites. C'est-à-dire souvent elle qui fait des recours avec la Ligue des droits de l'homme et la Ligue de l'enseignement contre des décisions anormales et qui gagne la plupart de ces recours. Il faut savoir que la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, ça a été fondé par des hommes qui ont participé au combat pour la laïcité. Donc ça fait plus d'un siècle qu'ils sont là-dessus. Et c'est intéressant parce qu'on a des activités d'intérêt général. Vous avez aussi des associations d'éducation populaire, les CMEA, les Franca, les Haut-Lagrange, qui traitent aussi de questions de laïcité, qui en faisant des choses ensemble pour les loisirs, pour les vacances, traitent aussi de laïcité. Vous avez les maisons de jeunes, les maisons pour tous, les centres sociaux. Donc vous impliquez dans des actions collectives, que ce soit dans l'institution scolaire ou au dehors, qui vont vous permettre de connaître les différences et de faire connaître la laïcité comme émancipatrice et comme instrument de liberté, mais par la pratique, pas en infusant par en haut la laïcité, pas en disant c'est comme ça, puis vous allez l'avaler. Non, en vivant des choses qui vous permettent de découvrir ce que la laïcité permet. C'est peut-être des applaudissements qui veut dire qu'on s'arrêterait bien. S'il y a encore une question. Il n'y a plus de questions? Très bien. Mais écoutez, il me reste à vous remercier de votre attention, parce que ça a duré un bout de temps, ce n'était pas toujours très simple, et à vous dire une chose qui rejoint la question de monsieur. Ce que j'aimerais, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui le souhaitent, c'est que vous deveniez, après cette réunion, en effet des militants de la laïcité, parce que moi, je voudrais qu'on fasse aimer la laïcité. Je vous remercie. Merci et bonne fin d'après-midi.